Bonjour à tous, Julien Petit-Girard, donc je suis ATER à l'Université de Franche-Comté et attaché au laboratoire FemtoST dans l'équipe énergie à Belfort. Donc je remercie les reviewers pour avoir sélectionné nos travaux pour le prix Biofourier. Les travaux parlent de l'intégration des transferts radiatifs dans un modèle nodal représentatif d'un toron de fil automobile. Donc c'est fait avec le concours de Stellantis. Donc je vais vous présenter un peu le contexte de tout ça, la méthodologie mise en place pour obtenir ce système nodal et comprendre comment on a fait nos comparaisons, comment on a mis en place sa modélisation, et on finira sur les résultats et interprétations et la conclusion et les perspectives. Alors pour commencer le contexte, on est sur du besoin véhicule, on va voir ça et la problématique qui en découle. Donc on part d'un véhicule, d'une 208, alors elle n'est pas de la bonne couleur, mais une 208 verte. Si on la déshabille, cette 208, on voit qu'on a une grosse architecture électrique attenante. On a 2 km de conducteurs électriques, on a une masse moyenne du faisceau qui est entre 14 et 26 kg. Et ce faisceau, dans le coût de la conception du véhicule, le coût matériel, il représente plus de 20% du coût du véhicule. Donc c'est un item qu'il faut bien dimensionner. Donc je vais vous présenter déjà ce que c'est un toron. Donc c'est composé de conducteurs électriques assemblés ensemble dans l'axe. Ce toron, il peut se diviser ou s'assembler, c'est ce qui forme le faisceau. Les terminaisons, ils ont des connecteurs pour pouvoir les interconnecter. Et les torons peuvent être protégés par des habillages pour les protéger des diverses agressions. Donc je vous montre une petite schématique d'un faisceau moteur d'une 508 où on voit bien entendu les torons. Alors je ne sais pas si on voit mon laser, je ne le vois pas. On voit les torons et tout le maillage du faisceau. Alors, le but de nos travaux, c'est dans la globalité, pour Stellantis, c'est d'améliorer la prédiction de température dans ces torons, l'influence des habillages, l'influence des dispositions pour trouver les pires et meilleurs cas pour faire un bon dimensionnement thermique. Pourquoi l'influence des dispositions? Parce qu'on ne les maîtrise pas lors de la conception. On n'a pas la maîtrise de savoir où seront les fils dans le toron et c'est du fait de l'industrialisation de ces torons. Donc il faut disposer d'un modèle numérique prédictif fiable qui sera capable de prendre l'aléa des dispositions dans le toron. Donc là on a 2 dispositions, on voit qu'on a les conducteurs identifiés qui sont alimentés, qui ne sont pas obligatoirement à la même disposition, on peut en avoir plein d'autres. Donc dans le cadre de mes travaux de thèse, j'ai développé pas mal de modèles pour Stellantis phénomène par phénomène grâce à une méthode nodale. Donc j'avais commencé par de la conduction et ensuite j'ai ajouté classiquement de la convection parce que dans les delta T interfilles, j'étais dans les 1 ou 2 degrés, donc je m'étais dit le rayonnement, on l'oublie classiquement, et j'ai développé 4 modèles pour prendre en compte de la convection libre autour d'un toron, de la convection libre autour d'un toron habillé, et ensuite, pour être un peu plus pertinent dans un véhicule, une convection bien confinée pour les torons qui passent dans les divers endroits du véhicule. Et on a vite remarqué qu'on avait une certaine problématique, et en fait que ce rayonnement avec un delta T de 2 degrés, il pouvait être important. Donc toujours pour faire un modèle phénomène par phénomène, on s'est dit on va ajouter le rayonnement à la conduction, voir ce qui se passe, comment l'intégrer au nodal, et ensuite ajouter tout ce rayonnement aux 4 modèles qui ont été développés convectifs. Donc on va essayer de visualiser l'importance du transfert par rayonnement par rapport à la conduction, parce que là on va s'étudier que la conduction et le rayonnement. Donc on va essayer de proposer une méthode nodale pour le rayonnement. On va essayer de le valider par rapport à une méthode numérique plus classique, donc on a utilisé de la FVM avec ANSYS Fluent à ISO conditions, donc on a bien mis de la conduction, on a neutralisé tout ce qui est Navier-Stokes, et on va essayer de confirmer le comportement du modèle sur plusieurs dispositions aléatoires pour voir si le modèle nodal peut venir évaluer des dispositions aléatoires. Donc la méthodologie, on va voir qu'on a des problématiques de disposition, mettre en place une méthode numérique et puis la résoudre. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Hop. Ça va aller un peu vite. Donc on a mis en place, alors c'est l'étude, j'ai dû la présenter ici en 2019, où on a un moteur physique qui va aller permettre, grâce à la mécanique des corps, à créer des dispositions aléatoires de manière contrôlée. Donc c'est assez sympa, ça va très vite, ça nous permet de faire de la disposition aléatoire et en plus de pouvoir mettre de l'influence sur certains fils pour aller les fixer à certains endroits ou non. Donc là on a 2 dispositions de présenter, mais on peut en avoir des centaines en quelques secondes. Ce qui, on va dire, est assez représentatif du toron réel.
Donc on va partir sur une considération en 2D. La position radiale des fils selon l'axe du toron ne change pas beaucoup, on l'a vérifié sur les torons réels, même si c'est très aléatoire en industrie, en général ça ne bouge pas beaucoup. On va considérer les phénomènes thermiques constants, on oublie les résistances de contact le long du toron, les changements d'ambiance le long du toron dans un premier temps, et on va résoudre tout ça en régime permanent. Comment faire déjà le réseau nodal? Donc on est parti sur un diagramme de Delaunay pour spatialement trouver les voisins de chaque fil, et ensuite on s'est dit faut trouver les résistances. Et pour trouver les résistances, on est parti sur la caractérisation spatiale, donc on a fait un pavage, une tessellation. On est parti sur Voronoi. On a eu une problématique, en fait ça ne prenait pas en compte la taille des fils, donc on a trouvé un deuxième pavage qui est Delaunay, qui est exactement le même mais qui va prendre en considération la pondération par rapport à la taille des fils. Donc on voit par exemple sur les cellules 5 qu'on a bien pris en compte que le fil 5 est plus petit, que ses fils voisins sont plus gros, la cellule 5 est plus petite et spatialement ça va nous permettre de mieux évaluer nos résistances. Donc comment ensuite on fait notre nodal? Alors là je suis parti sur une encoche machine mais c'est exactement la même chose, on a des fils, on a des conditions limites. On met un nœud sur chaque fil, on fait notre découpage pour spatialement avoir des informations géométriques, on crée notre réseau grâce au diagramme de Delaunay, on ajoute sur notre réseau les liaisons avec la limite, ici on a 4 limites, on pourrait en avoir qu'une ou plusieurs, et ensuite on va aller estimer les résistances. En conduction, je ne vais pas le présenter aujourd'hui, c'est des travaux qui ont déjà été faits, on va les admettre et on va aller s'attarder sur le rayonnement. Et on n'oublie pas bien sûr de mettre les conditions limites, les nœuds en conditions limites et des sources sur toutes les ames de fil. Ensuite, une théorie des graphes bien classique, on va trouver des matrices d'incidence pondérées avec toutes les conductances dedans, une matrice d'incidence pour faire la liaison de tout ça, on trouve une matrice. On a un vecteur de température où en rouge on a les températures inconnues, en vert les températures connues. Vu que c'est bien trié sur notre réseau, ça nous permet d'en mettre une partie au second membre, on supprime les équations qui ne servent à rien, qui sont redondantes pour avoir une matrice bien carrée, on résout ça avec une décomposition LU. Et là, on a notre système nodal qui fonctionne, c'est parfait, il nous manque juste les conductances. Donc c'est là où je vais rentrer un peu plus dans le détail sur le radiatif. Donc là, je vais bien parler de conduction plus rayonnement seulement. Donc transfert conductif radiatif, température uniforme au niveau de lame. On considère que la lame en cuivre est bien uniforme en température. On met une petite condition de Dirichlet tout autour. L'air est immobile conductive. On a les lambdas de l'air de l'isolant. On met une source de chaleur qui correspond à l'effet Joule en fait par le courant, je ne l'ai pas dit, sur tous les fils, et on va essayer de résoudre ça. Comment? On fait ce que je vous ai présenté précédemment, et on va s'intéresser à une cellule. Sur une cellule, quand on est en conductif, on a une résistance d'isolant, une résistance conductive, une résistance d'isolant. On les connaît. Je les ai déterminés avant, et si on veut ajouter de la radiation dans tout ça, sur le fluide transparent, on va mettre en parallèle le rayonnement. Alors, comment on fait? On va partir des formulations de Stefan Boltzmann et on va en sortir une équation d'échange entre deux corps gris diffus, qui va nous permettre de sortir cette formule. Ce qui nous intéresse dans cette formule, c'est le delta T et une résistance. Donc on essaie de sortir ça. On a un delta T ici pour pouvoir faire notre théorie des graphes. Notre résistance, on voit qu'elle est dépendante des températures, donc elle sera itérée lors de la résolution. Et il nous manque, on a des éléments très connus, l'émissivité, les surfaces, c'est connu. Il nous manque ce fameux facteur de forme qui pose souvent problème. Et nous, on a des dispositions aléatoires. Alors comment faire pour aller résoudre ça? Donc on est parti déjà sur une hypothèse, on a dit les surfaces dans la cellule émettent que entre elles, elles n'émettent pas ailleurs. Donc on a réduit un peu le rayonnement. Et ensuite on a proposé de faire utiliser une méthode de Thel. Alors la méthode de Thel, sur la partie gauche, on va voir qu'elle se fait assez classiquement en mesurant juste des longueurs, les longueurs de corde. Donc on a une longueur de corde droite AC, BD, une longueur de corde de croisée, et ensuite on a la longueur de la surface. Et avec un petit calcul très simple, on peut remonter au facteur de forme. On peut aussi l'appliquer sur des surfaces convexes, dont deux cylindres parallèles. Là, la longueur des cordes droites, ce n'est pas très difficile. Les croisés, il faut bien prendre en compte le côté cylindrique. Donc on a une longueur de corde qui va de A à E, de E à H et de H à D. Maintenant, l'appliquer à notre réseau à nous. Donc pour trouver ces points d'intersection de cordes, on prend les 4 tangentes au cercle. On trouve les points d'intersection et on vient ajouter notre cellule qui a été fournie par la tessellation de Laguerre par-dessus. Et nous, vu qu'on va considérer que la surface qui est dans la cellule, on va découper cette longueur de corde. Nos cordes partiront que, par exemple, de E lag 1 à B1 à E lag 2, nos cordes droites, et les croisées, on considérera que les parties de cordes croisées qui sont prises dans la cellule bleue. Problématique,
c'est que suivant le pavage, ces trucs peuvent se déplacer. Donc on peut avoir les E qui peuvent être avant le A, après le B, donc des cordes qui se calculent pas obligatoirement de la même manière avec les mêmes angles ou pas d'angle du tout. Donc si on fait le bilan de tout ça, on a 4 intersections et 3 possibilités, donc on peut avoir 81 équations du facteur de forme à implémenter dans le programme. Bon, c'est pas très compliqué, mais il faut les faire. Et ensuite, dès qu'on a ça, on a le facteur de forme, on remonte à la résistance de rayonnement, on remonte à la matrice, on peut résoudre. Donc là, ça y est, la méthode nodale est résolvable. Donc on va passer au résultat et à l'interprétation. Donc on est parti sur des géométries, 3 géométries. Pourquoi? Parce qu'on veut aller valider le fait que ça marche dans plusieurs configurations et avec plusieurs densités de courant. Donc on est parti sur une géométrie 12 fils, exactement les mêmes dispositions, exactement les mêmes types de fils et les mêmes courants, mais on a changé la disposition. Ensuite on est parti sur un toron totalement différent, où on a mis un 55 fils avec des fils plus gros, avec beaucoup plus de densité de courant. Et on a concentré les fils, alors c'était pour des cas applicatifs, des fils de courant au centre. Donc on obtient grâce à ça un graphe. Donc sur ce graphe, alors il est un peu compliqué, je vais essayer de bien l'éclaircir. On a ma méthode nodale qui est avec les marqueurs cylindriques circulaires, et la méthode FVM qui est le comparatif, on va dire, qui pour l'instant fait foi, qui est avec les marqueurs triangulaires. Ensuite, on a la méthode nodale sans rayonnement conductif pur avec les marqueurs creux, et la méthode nodale avec rayonnement sur les marqueurs colorés en jaune. On a notre disposition, les fils alimentés sont en rouge, ils sont aussi représentés en gris sur le graphe, on a les indices du fil en dessous, l'échauffement sur le côté, et on regarde ce qui se passe. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose, c'est que l'aspect qualitatif est respecté. C'est-à-dire que les fils les plus chauds, quelle que soit la simulation, restent les fils les plus chauds. Les plus froids restent les plus froids. On est à peu près classés de la même manière. Et ça se répète assez facilement sur tous les modèles. Donc c'est déjà quelque chose de sympa. Alors il y a un premier petit couac, c'est que sur une même méthode, sans rayonnement, nodal FVM, on a un décalage. Donc ça, c'est un décalage ici qu'on voit à environ de 2 degrés entre les marqueurs creux, qui est dû à cette fameuse résistance de conduction que je vous ai dit qu'on admet qu'elle est juste. On a une problématique sur les résistances de conduction entre les fils et la limite, ce qui est un peu mal dimensionné, mais vu qu'on a mis de la convection ensuite, on ne l'a pas redimensionné. Donc ce gap, en fait, il était identifié et vient de là. On a le même gap sur le rayonnement, mais on voit déjà une chose, c'est qu'on a abaissé nos températures dans le toron. Ce qui intéresse l'automobile, c'est qu'on a abaissé la température quand même sur un échauffement d'environ une douzaine de degrés en moyenne, peut-être entre 8 et 14 degrés. On a abaissé la température de 3 degrés quasiment dans tout le toron, juste grâce au transfert au rayonnement face au conductif. Donc ça représente en fait, quand on regarde, alors ça dépend énormément des géométries, mais ça représente entre 40 et 60% du flux quand on est en conductif et en rayonnement. Le rayonnement, sur des delta T entre fils qui sont environ de 1 degré, 2 degrés, on voit il y a certains fils qui ne sont pas très espacés, on a quand même quasiment la moitié du flux thermique qui part en rayonnement, donc il est non négligeable. Donc on va aller regarder ça, ce qui se passe sur d'autres dispositions, pour voir si ça marche sur d'autres dispositions. Donc là on a juste changé la disposition. Les écarts entre les deux méthodes nodale et FVM sont un peu amoindris parce que la disposition fait qu'on est moins influencé par les résistances de conduction qui sont à la limite. Elle reste un peu marquée. On a une petite différence où le qualitatif ne marche pas trop là, sur le fil 3. Alors c'est dû à cette surcouche d'air d'isolant ici. Mais sur le reste, ça ne fonctionne pas trop mal. Et on voit toujours une différence de température de 2 degrés. Donc une importance d'aller implémenter ce rayonnement. Et si on part sur des trucs qui intéressent beaucoup plus les automobilistes, des torons un peu plus chargés, où ils ont pas mal de fils et pas mal de problématiques de dimensionnement, là on voit des grosses différences. Donc on est environ sur des échauffements compris sur la simulation sans rayonnement entre 25 et 30 degrés, avec rayonnement on est entre 5 et 25 degrés. On est déjà plus sur les mêmes gammes, d'échauffement. Donc c'est assez intéressant de visualiser tout ça. Et on voit ensuite qu'on efface même l'aspect conductif, erreur conductive ici. Donc pour finir, je vais faire une petite conclusion sur ces travaux et les perspectives. Donc le rayonnement doit être pris en considération. Faites attention même si vous avez des delta T faibles. Il représente même une part importante du flux d'échange, c'est ce qui permet de dissiper le flux. On a une méthode d'estimation du facteur de vue qui est basée sur une disposition aléatoire qui fonctionne assez bien.
et qui marche sur plusieurs dispositions, donc ça c'est un truc de très positif. Le modèle de conduction avec rayonnement montre une bonne réponse par rapport à la FVM. Alors là, il y a un petit problème de décalage avec la conduction, mais si j'avais eu le temps, je vous aurais présenté face à la convection, et là, on aurait vu que ça fonctionne très très bien. Et les écarts, ils sont, c'est ce que je vous dis, hein, ils sont imputables à cette fameuse résistance de conduction qu'on supprime ensuite. Alors, cette méthode peut être étendue, pas qu'au torrent, on peut le faire dans les encoches machines, il faut essayer de trouver des géométries similaires, ça fonctionne très bien, et c'est très rapide, méthode nodale, elle résout sans disposition en 10 secondes, quoi. Donc ça va très vite, ça va beaucoup plus vite que les méthodes classiques, donc c'est un gros avantage pour les industriels. On a un aspect radiatif déjà implémenté dans ces modèles plus complexes qu'on est encore en train de développer pour voir si on ne peut pas mettre de l'instationnaire. Et on a validé par essais expérimentaux, alors qu'on ne peut pas publier, hein, mais sur les modèles de convection libre. Et je vous confirme que ça fonctionne assez bien par rapport à la méthode nodale, même très bien. Merci. Donc voilà. Merci pour votre attention. Et nous sommes presque dans les temps. Je vois 16 minutes, c'est ce que j'avais prévu. Donc, y a-t-il des questions dans la salle concernant cette étude sur l'échauffement des câbles automobiles soumis à des intensités contenues? Je sais que certaines études avaient été faites dans l'Assemblée sur les mêmes thématiques, mais sur les aéronefs. Oui. Bonjour, merci de votre présentation. J'ai une question, je n'ai pas compris dans quel sens. Ah, pardon. Doctorant au CEA à Cadara. Parfait. Vous recevez un taureau de la chaîne de production et après vous rentrez la géométrie du taureau reçu dans votre modèle pour savoir comment il va. Pas du tout. Non, en fait, on ne fait pas ça, c'est impossible. Les taureaux en chaîne de production sont tous différents. Donc on part sur le fait qu'on fait une disposition totalement aléatoire grâce à une génération aléatoire qui était due à ce fameux petit truc PIMUNC. Alors c'est une publication en 2019, si vous allez la regarder, j'explique tout un peu comment on fait. On fait une génération qui est assez sympa avec des ressorts en mécanique. Voilà, je suis allé trop loin. Elle est où? Elle est ici. Donc si vous voyez, en fait, on utilise un peu un générateur mécanique, on voit qu'on peut faire des choses un peu différentes avec la gravité, etc. Et nous, on vient aller générer ce qui pourrait ressembler à un tauron final chez le constructeur, de manière aléatoire. Et le fait d'en faire beaucoup et de résoudre très vite, si on imagine qu'on va aller faire 1000 ou 10 000 dispositions, qu'on trouve statistiquement les pires cas ou les meilleurs cas, on va aller se dire comment on va maintenant interpréter ça pour faire un meilleur dimensionnement de nos taurons. Alors ça peut être piège, parce qu'on a des dispositions qui peuvent ne peut-être pas exister, peuvent exister. On peut même aller jouer sur des aspects aléatoires, même contrôler aléa pour aller forcer thermiquement certaines choses, pour vraiment aller voir les cas limites. Donc c'est assez sympa à utiliser pour justement comprendre tout ça. D'autres questions? Oui. Oui. L'écart entre ce que vous avez au niveau modèle nodal et 6 Oui. est plus réduit sur le taureau. Voilà. Ici? Voilà. Alors ça s'explique énormément par le fait que sur ce modèle-là, j'ai une lame d'air qui, à mon avis, vu qu'il est très large en rayon, est assez importante, une lame d'air isolante sur le bord de mon tauron. Mes résistances sont mal estimées, donc j'ai un gros delta quand je suis sans rayonnement. Quand j'ajoute du rayonnement, la distance de l'air, il l'oublie. Et vu que le rayonnement représente une grosse partie du transfert, on vient masquer cette résistance. Alors dans ces cas-là, sur ces résistances de rayonnement qui sont en bordure, on serait plutôt à 80-20, 80% de rayonnement, 20% de conduction. Donc l'erreur sur la conduction vient énormément se masquer, ce qui montre ces résultats qui se resserrent en fait, dans un type dans une génération comme ça, quoi. Ouais, c'est la couche d'air. En fait, nous, on a énormément travaillé sur les conductions interfiles. Ça fonctionne pas trop mal. Les conductions entre le fil et la limite, qui ont des formes géométriques un peu différentes, ont été un peu moins travaillées. Et vu qu'on est passé sur du convectif ensuite, on n'a pas affiné là-dessus, on n'a pas perdu de temps. Donc la problématique vient énormément de là. Quand on passe sur du convectif avec du rayonnement, on efface même totalement ça. Il y a deux
Denis Maillet et une question de notre collègue belge. Denis Maillet de l'État à Nancy. Quelle est la condition externe que vous avez utilisée? Condition de Dirichlet, température uniforme. À l'extérieur de la gaine? Alors là, on est, pour l'instant, là, j'ai pas de gaine, j'ai un toron avec de l'air conductif, c'est totalement hypothétique, ça n'existe pas dans un véhicule. Là, c'est juste pour aller travailler phénomène par phénomène. Ensuite, si on va sur les modèles plus complexes que j'ai présentés, sur les modèles où on a de la convection ou alors du confinement, là, on va aller mettre des conditions de Robin sur chaque fil quand on est en U ou sur chaque cellule de la guerre. Quand on est sur un habillé, donc on ajoute une petite résistance sur l'isolant. À l'intérieur, sur l'habillage, à l'intérieur de l'habillage, on considère de l'entière tout conductif. L'habillage en général est tangent au toron. Et on vient mettre des convections avec des corrélations classiques, quoi. Par contre, sur les températures absolues, ça va avoir un effet négligeable, peut-être pas relatif au centre compte, mais en écart de température, c'est entre les différents torons. Par contre, au niveau du lit, la température moyenne de la section, ça va avoir un effet. Alors ça change les résultats quand on ajoute de la convection. Alors en interfile, ça va changer un peu les résultats aussi, mais pas tant que ça. Donc les delta T seront les mêmes. Après, au niveau des surfaces qui sont, on va dire, tangentes à la convection, on reste quand même sur des rapports à 35-65, 35 rayonnements, 65 convections. Après, quand on est en confinement, suivant le confinement, parce que nous on a fait un modèle avec un confinement réglable, on peut avoir une proportion convection-rayonnement qui change suivant les conditions limites qu'on va appliquer. Nous en véhicule, classiquement, on met des températures critiques à 85 degrés sur l'enceinte, et puis on voit ce qui se passe en mettant des densités de courant, quoi. D'autres questions? Oui, Alain. Oui, Paul Gipin, Université de Bourges, en Belgique. Je suis désolé de revenir à une publication précédente, apparemment. Oui. Je n'ai pas bien compris comment vous traitiez le problème de la conduction entre les. Alors, la conduction, j'en ai pas du tout parlé, donc c'est normal que vous n'ayez pas compris. La conduction, elle est dans les cellules. Ici, c'est nos fameuses résistances R-ISO 1, R-conduction, R-ISO 2. Donc on utilise du radial pur dans un cas, ensuite on utilise des intégrales. Et la meilleure résistance de conduction qu'on a trouvée, hein, c'est quelque chose qui a été publié, il me semble, alors je ne sais plus sur quelle publication, je pourrais vous le redonner. On utilise une moyenne en fait, des deux cas limites, si on force la conduction radiale ou si on vient essayer de diffuser la conduction dans tous les sens. Les deux en fait, donnent des cas limites où on est par rapport à la FVM soit trop fort, soit trop faible. Et quand on donne une petite moyenne de tout ça sur cette résistance, on a une résistance qui est bien proportionnée, malgré les déformations de cette cellule et les endroits dont on peut le faire dans le toron en fait. Ça fonctionne assez bien. Alors, là, c'est zoomé, mais on ne considère aucun contact. Normalement, on peut avoir un contact, si tout était parfait, en un point, ce qui n'est pas le cas. On a un contact qui est sûrement un peu écrasé. Nous, on a considéré une lame d'air, mais là, si on zoome, hein, on est sur du 0,1 mm, même en dessous, on est au centième de millimètre sur cette lame d'air ici. Donc au final, elle n'a pas une très grosse force, elle est du même ordre de grandeur que nos résistances d'isolant, elle vient complémenter un peu. Mais c'est un facteur qui, en fait, si on dimensionne mal notre génération de fils et qu'ils sont trop distendus et pas assez serrés dans la génération, peut poser énormément de problèmes en effet. Parce que la résistance thermique de contact n'est pas du tout considérée, on considère qu'il y a toujours de l'air entre. Donc c'est vrai que ça peut poser problème, quoi. Même si de l'air entre, en fait, il y a une variation très importante de la résistance. Oui, il faudrait, et ça je ne l'ai pas fait, hein, faire une étude de voir quelles sont les résistances globales du système complet avec ce fameux contact, pour voir si on est déjà sur les mêmes gammes et sur les mêmes ordres de grandeur. Alors l'avantage de ça, et c'est un peu ce que aime l'industriel, c'est qu'on a tendance à surestimer l'échauffement, vu qu'on isole légèrement plus. Et eux, vu qu'ils veulent être protecteurs, plutôt qu'être en dessous sur l'estimation, si on se trompe de 1 degré vers le haut, c'est mieux qu'1 degré vers le bas. Donc pour eux, ça leur va. On devrait aller plus loin. Bien, merci.